les exigences de PISA au niveau de l'évaluation pour pouvoir avoir de bons scores. Même chose, j'élargis ça au niveau des classements des universités. Se conformer à ces standards-là, ces critères, ces indicateurs, pour pouvoir trouver une bonne place, se positionner, et on est en bonne position. C'est une antiphrase. Ce qu'on appelle en français une antiphrase. Bien. Alors, on a les mêmes normes et même les mêmes descripteurs, donc comment décrire telle ou telle compétence. Et puis, donc, des spécificités contextuelles. Donc, il y a cette tension entre les deux impératifs. Alors, je vais développer ça de façon plus précise. Alors, les éléments de standardisation. Il y a l'OCDE qui distingue deux types de standards. Il y a les standards de contenu, donc par exemple, il y a des thèmes, il y a des compétences qui sont développées et qui peuvent être considérées comme des compétences qui doivent être communément acquises pour répondre à ce standard de contenu. Donc, par exemple, le standard du cadre européen commun de référence pour les langues, le standard pour les métiers aussi, il y a des standards. Et puis, tout ce qui permet d'avoir une organisation curriculaire. C'est à partir de ces standards de contenu qu'on peut avoir des conceptions, des organisations du curriculum. Donc, il y a des curriculums qui se ressemblent parce qu'ils se réfèrent à ces mêmes standards. Alors, la question qui se pose par la suite, c'est comment s'en inspirer sans les adopter. Il faut les adapter. Donc, il y a une adaptation, c'est ça la contextualisation. Et les standards de performance. Donc, il y a les standards de contenu et les standards de performance. Les standards de performance, c'est lorsqu'on évalue les apprenants. Qu'est-ce qu'ils ont comme performance, qu'est-ce qu'ils ont comme résultat, et c'est lié à des normes, à des standards. Et c'est pour cela qu'il y a des classements. Et c'est là qu'il y a un ordre. PISA, on est classé dans tel ou tel rang. Alors, quelques éléments de standardisation. Évidemment, il faut accepter, en fait, on n'a pas le choix. On ne peut pas être isolé. On ne peut pas dire, voilà, on ne fait pas le LMD. On ignore complètement le cadre européen pour les langues. On ne peut pas le faire. On va être isolé. On ne va pas être dans la dynamique internationale. Donc, il faut être dans la dynamique internationale tout en étant vigilant, tout en étant attentif, tout en procédant à des contextualisations. Et donc, prendre appui sur ces tests constitue une garantie scientifique et technique. Voilà, parce que je sais que certains pays disent, voilà, c'est ça ce qu'exige PISA, c'est ça ce qu'exige, je ne sais pas si vous connaissez les tests EGRA. EGRA, c'est pour évaluer la lecture dans certains pays. C'est des tests qui ont été conçus par la CONFEMEN, la conférence des ministres francophones de l'éducation, et notamment en Afrique subsaharienne. Ils ont conçu des tests pour voir quels sont les classements des pays, notamment en lecture et en calcul. C'est un petit peu l'équivalent de TIMSS au niveau international, vous voyez. TIMSS donc pour les mathématiques, pour les sciences. Donc, lorsque j'étais en contact avec des responsables des différents ministères, ils m'ont dit, voilà, on est mal classé au niveau de PISA, au niveau des gras, bien on est mal classé comme université. Donc, comment faire pour rattraper les autres? Donc, vous voyez, il y a une sorte d'émulation, une sorte de compétitivité, et donc on essaie d'améliorer la qualité de la formation, la qualité en se référant à ces critères-là. Quels sont ces critères-là? Bon, ces critères valent ce qu'ils valent, hein. Ils peuvent être subjectifs, nous n'avons pas le temps de développer cette question-là. Mais en tout cas, c'est une sorte de
le levier pour dire, voilà, nous allons changer, nous allons améliorer. Et même les pays développés, hein. Je me rappelle les États-Unis, lorsqu'ils étaient mal placés dans TIPS, ils ont été secoués. Ils ont dit, voilà, il faut qu'on fasse des réformes. Tel ou tel pays a vu que son classement a baissé, donc voilà, on va faire des réformes. Donc les réformes ne concernent pas les pays sous-développés uniquement. Elles concernent aussi les pays développés. Bon, donc, et là, alors, vous avez regardé ce qu'il dit, ces tests et les indéniables qualités techniques qui les caractérisent aujourd'hui procurent donc la base à une certaine rationalisation de l'évaluation. Donc on rationalise l'évaluation. Il y a des critères, il y a des indicateurs, et des indicateurs internationaux. Essentiellement dans une optique de fonctionnelle, de qualification et d'employabilité. Parce que c'est à partir de ces classements qu'on va assurer un minimum d'employabilité. Par exemple, le DELF pour les langues, pour le français, le DELF, le DALF, c'est un critère d'employabilité. Donc vous voyez que ça permet une certaine amélioration du système à ce niveau-là. Donc voilà, là, je plaide en faveur de la standardisation. Tout à l'heure, je plaiderai en faveur de la contextualisation. Alors, les premiers, donc, ce qui est en fait standard de contenu, vous voyez, sont ouverts facilement à la contextualisation. Vous voyez, vous vous rappelez, hein, dans le dossier, il y a des standards de contenu. Là, on peut les adapter, on peut les contextualiser plus facilement que les standards de performance. Et là, parce qu'il y a des tests qui sont rédigés avec des critères, avec des indicateurs, avec des systèmes plus ou moins rigides, et on ne peut pas les changer. Vous voyez? Donc, et là, c'est d'ailleurs l'un des reproches qu'on fait à ces standards. On dit, bon, mais vous êtes appuyé sur quel système éducatif pour évaluer tous les systèmes éducatifs? Vous voyez? Donc, par exemple, on trouve des objectifs communs qu'on va évaluer. On fait une analyse des programmes, hein, l'ensemble des programmes des pays qui participent à PISA, à TIPS ou à EGRA. Et puis on dit, voilà, les objectifs. Et là, on essaie justement d'être juste ou moins injuste pour dire, voilà, il y a des points communs, donc on peut évaluer ce qui est évaluable. On peut comparer ce qui est comparable. Vous voyez? Sinon, si je vais évaluer, par exemple, sur des objectifs qui ne sont pas dans les programmes tunisiens, évidemment, l'élève tunisien sera lésé. Vous voyez un petit peu la problématique. Hein? Alors, toujours quelques éléments de standardisation. Donc, il y a l'avantage, c'est qu'on parvient à une sorte d'harmonisation des offres de formation un peu partout dans le monde, ce qui facilite la mobilité des élèves et des étudiants. Et ça permet d'avoir une lisibilité internationale. On sait que, par exemple, tout ce qui est accréditation des cursus, on se base sur ça. On va vers la standardisation. Sinem judiciaire, on était la semaine dernière, cette semaine, à l'université d'El-Manar pour évaluer le passage de cette université au statut de TST. Et on nous a dit, avec quelqu'un de la faculté de médecine, il a dit, en 2023, toutes les facultés de médecine doivent être accréditées. Et s'il n'y a pas d'accréditation dans les cursus médicaux, hein, dans les facultés de médecine, ils ne seront pas reconnus. Donc ça signifie qu'il y a une standardisation, on va vers cette standardisation. Comment avoir une part de contextualisation dans cette standardisation? C'est ça le problème. Voilà. Alors, donc il y a les cadres dont on a parlé. Voilà. Alors, il y a les limites de cette standardisation. D'abord, une difficulté majeure perçue lorsque... alors, quelle est la première difficulté? C'est lorsqu'un pays s'engage dans une réforme curriculaire et que le modèle est tellement complexe
qu'il peut être déformé. Telle approche, par exemple, par les compétences, lorsque on la présente dans ses nuances, dans ses particularités techniques, dans sa complexité, eh bien, elle peut dérouter les enseignants, elle peut dérouter même les élaborateurs des programmes. Donc ça, c'est les limites. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord analyser l'outil, cet outil international. Par exemple, j'ai vu il y a quelques années, en Tunisie, on appliquait de façon dogmatique, mécanique, le cadre européen de commun de référence pour les langues pour élaborer tel ou tel module de formation, tel ou tel programme. Alors que celui qui a fait le programme n'est pas suffisamment imprégné, n'a pas fait une analyse suffisante de ce modèle-là. Il faut l'analyser pour voir un petit peu ce qui peut être adapté, ce qui peut être rejeté. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas un modèle qui a été conçu pour tel ou tel pays. Donc, il y a cette complexité qui peut être déroutante dans certains pays, notamment des pays qui passent directement à cette mode curriculaire, si vous voulez, mais sans pour autant être suffisamment imprégné de son esprit, de sa logique, de la façon dont il a été conçu et de la façon dont il sera adapté. Deuxième difficulté, bon, évidemment, cette complexité au niveau épistémologique, au niveau conceptuel, c'est une richesse, hein, mais elle pose des problèmes au niveau de la pratique parce que on n'arrive pas à manipuler. Et j'ai vécu ça lorsqu'on a appliqué ici la première fois l'approche par les compétences, puisque j'étais l'un des initiateurs de cette approche, de cette approche-là, et j'ai vu que les enseignants manipulaient des concepts qui, en définitive, étaient des concepts déformés. Parce que ou bien ils utilisent des concepts de façon mécanique. Les critères, les indicateurs, la notion d'intégration, tout c'est des notions qu'il faut comprendre avant tout, mais qu'on ne peut pas appliquer mécaniquement. Il y a l'application mécanique de la règle des 2 tiers, la règle de... Vous connaissez un petit peu cela dans l'évaluation, ça a été mécanique. Je dis, mais oubliez cette règle-là, elle est complexe. Et je l'ai dit à l'un des experts, je dis, mais on ne peut pas l'appliquer. Donc il faut tenir compte du fait qu'il y a un état des lieux, il y a une déqualification des enseignants, surtout, je parle aux enseignants, hein, lorsque j'applique l'approche.